Dans cette dernière activité du chapitre de la circulation sanguine, on parle de l'utilisation des nutriments et de l'oxygène par les cellules. Les nutriments sont fournis par l'appareil digestif où les aliments sont hydrolysés, puis les nutriments issus de cette hydrolyse sont absorbés dans la circulation sanguine au niveau de l'intestin grêle. D'autre part, le dioxygène fourni au niveau de l'appareil respiratoire sont maintenant disponibles dans la circulation sanguine. Grâce au cœur qui pompe ces substances dans tout le corps, donc les cellules maintenant possèdent à leur niveau les nutriments et le dioxygène. Dans cette activité, on va prouver tout d'abord que les cellules utilisent les nutriments et le dioxygène. Et dans le reste de cette leçon, on va étudier à quoi servent le nutriment et le dioxygène dans les cellules, quelles sont les réactions chimiques cellulaires qui ont besoin de ces substances pour que les cellules accomplissent leur activité. Bon, tout d'abord, on va mettre en évidence ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Dans ce graphique-là, on mesure le volume de dioxygène et du dioxyde de carbone dans le sang à l'entrée et à la sortie d'un organe. Donc, on remarque que le volume de dioxygène diminue en passant dans un organe et que le volume de dioxyde de carbone augmente. De plus, on remarque que le sang entrant dans un organe est de couleur rouge vif, indiquant sa richesse en dioxygène, et lorsqu'on sort, il devient de couleur rouge sombre, signalant qu'il est appauvri en dioxygène et qu'il est enrichi en dioxyde de carbone. Donc, on peut conclure à partir de ce document que les cellules consomment le dioxygène et libèrent le dioxyde de carbone. Donc, les cellules font une respiration cellulaire. Donc, si l'organisme respire à l'échelle de l'organisme, il y a une respiration manifestée au niveau des poumons. Et au niveau microscopique, chaque unité du corps, chaque cellule respire encore, consomme le dioxygène et libère et rejette le dioxyde de carbone. Maintenant, on va voir quelle est l'utilisation de ce dioxygène avec les nutriments fournis au niveau de l'appareil digestif. En effet, la première réaction chimique ayant lieu au niveau d'une cellule s'appelle l'oxydation cellulaire. Comme son nom l'indique, les nutriments, tels que le glucose par exemple, issu de la digestion des glucides, est oxydé en présence du dioxygène. Donc, cette réaction d'oxydation, les nutriments énergétiques comme le glucose est oxydé par le dioxygène à l'intérieur des cellules. Et le produit de cette réaction chimique sont tout d'abord l'énergie, l'eau, le dioxyde de carbone et des déchets appelés déchets azotés. Et on va voir plus tard qu'une forme de cette énergie est dissipée en chaleur. Donc, cette réaction chimique représente la première réaction chimique ayant lieu au niveau d'une cellule. On continue avec les produits de cette réaction chimique, la réaction de l'oxydation cellulaire et l'utilisation de ces produits. Le premier produit, l'énergie. Donc, l'énergie libérée par la réaction d'oxydation sert à l'activité cellulaire, c'est-à-dire pour que les cellules fonctionnent et effectuent les fonctions dont elles sont responsables. Par exemple, pour que le muscle du cœur pompe le sang, pour que l'appareil digestif digère les aliments, pour que l'encéphale effectue ses fonctions, pour que le rein, etc. Donc, pour que les cellules synthétisent ses propres protéines, ses enzymes, ses hormones. Et une autre partie de cette énergie est dissipée en chaleur. Cette chaleur
est importante dans la mesure où elle régule la température du corps, elle maintient la température corporelle aux alentours de 37 degrés centésimales, qui est la température normale du corps. Le deuxième produit de cette réaction est l'eau. L'eau, c'est un produit indispensable à la vie cellulaire. Et les deux autres produits qui sont plus ou moins nuisibles, qui sont nuisibles pour l'organisme sont le dioxyde de carbone et les déchets azotés. Le dioxyde de carbone est éliminé par des cellules. Donc on sait maintenant que l'origine du dioxyde de carbone dans le corps est la réaction d'oxydation cellulaire. Donc ce produit est éliminé par l'appareil respiratoire au niveau des poumons. Il est expiré à l'extérieur. Et le dernier produit, ce sont les déchets azotés qui sont riches en azote. On note parmi ces déchets l'urée et l'acide urique. Et ces deux produits sont éliminés par l'appareil urinaire au niveau des reins. Le chapitre de l'appareil urinaire sera le dernier chapitre à aborder dans le programme de cette année. La deuxième réaction chimique qui a lieu au niveau des cellules est la réaction d'assimilation. Assimiler quelque chose, c'est-à-dire la produire, la former, la fabriquer. Donc la réaction de l'assimilation est une réaction de synthèse de nouvelles matières organiques complexes à partir des nutriments simples. Donc les acides aminés, les acides gras et le glucose sont des nutriments issus à partir de la digestion des matières organiques qu'on consomme. Ces nutriments à l'intérieur de cellules vont servir pour former de nouvelles matières organiques complexes propres à l'organisme. Par exemple, les acides aminés fournis par l'alimentation vont être transformés en nouvelles protéines humaines. Les acides gras vont reconstituer de nouveaux lipides. Et le glucose va reconstituer de nouveaux glucides appelés glycogènes. C'est un sucre complexe. Les produits de cette réaction d'assimilation sont donc des matières organiques complexes fabriquées au niveau des cellules. Leur utilisation, ces matières organiques sont importantes pour produire de nouvelles matières, comme on a dit, pour la croissance de l'organisme, pour le renouvellement cellulaire, c'est-à-dire pour le processus de division cellulaire de mitose, et pour la mise en réserve, par exemple, le tissu adipeux qui se forme à partir des lipides stockés, le glycogène qui est un sucre complexe qui se stocke dans le foie et dans les muscles à partir des glucoses qui sont en excès dans le corps, dans le sang. Et les protéines fabriquées dans le corps peuvent être structurales, c'est-à-dire entrent dans la composition de nos muscles ou bien de nos cellules, ou bien fonctionnelles. On parle de protéines fonctionnelles telles que les enzymes, telles que les hormones, telles que les anticorps, etc. On va limiter notre étude dans cette année à l'assimilation des protéines. Les protéines, donc, comme vous savez, sont des chaînes d'acides aminés. L'unité constitutive d'une protéine est l'acide aminé. Dans la nature, il existe 20 types d'acides aminés. À l'inverse des autres matières organiques, des glucides et des lipides, les protéines sont très diversifiées, c'est-à-dire les protéines peuvent se différencier l'une des autres. Dans cet exemple-là, on a 4 protéines. La protéine A, formée d'un nombre donné d'acides aminés. Donc, on va supposer que chaque forme représente un acide aminé et que ce tiret représente la liaison entre un acide aminé et un autre. La protéine A, par exemple, est formée de 8 acides aminés parmi les 20 disponibles dans la nature. Donc, ces 8 acides aminés sont de nature bien définie, de type bien défini, et sont enchaînés dans un ordre bien précis. Donc ça, c'est la protéine A. Le nombre d'acides aminés
et leur nature et leur enchaînement représentent la séquence de cette protéine qui est propre à la protéine A. Une autre protéine B, par exemple, si on va la comparer à la protéine A, on remarque que ces deux protéines sont identiques, sauf que la protéine B, lui manque un acide aminé. Ça, il n'existe pas ici. Donc, ces deux protéines sont différentes et la différence entre elles, c'est le nombre des acides aminés ou bien la taille des protéines. Si on va comparer la protéine A et la protéine C, donc on remarque que ces deux protéines sont identiques, sauf cet acide aminé qui est là, il est différent de cet acide aminé qui est là. Donc ces deux protéines sont identiques, mais ils diffèrent par la nature des acides aminés. Et ils ont le même nombre. Concernant les protéines A et D possèdent le même nombre des acides aminés et le même type d'acides aminés, mais c'est l'ordre des acides aminés ou bien l'enchaînement des acides aminés qui est différent. Vous voyez ici, les deux acides aminés sont enchaînés rose-vert, mais à ce niveau-là, ils sont enchaînés vert puis rose. Donc ces deux acides aminés, ces deux protéines diffèrent par l'ordre ou bien l'enchaînement des acides aminés, sont donc différentes. Pour conclure, donc les protéines sont très diversifiées. La séquence des protéines diffère d'une protéine à une autre. Elles peuvent se distinguer par le nombre des acides aminés, par le type ou bien la nature, et par l'ordre ou bien l'enchaînement des acides aminés. Et maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qui permet à la cellule de fabriquer une protéine avec une séquence bien spécifique, ayant un nombre, un type et un ordre bien précis propre à cette protéine? En effet, c'est le code génétique ou bien l'information génétique qui est localisée dans le noyau de la cellule. Ce sont les gènes qui permettent à une cellule de fabriquer une protéine spécifique qui diffère d'une autre protéine. Donc, pour résumer, la réaction d'assimilation des protéines, c'est son équation chimique. Les acides aminés fournis par l'alimentation vont se transformer ou bien se regrouper dans une nouvelle protéine. Donc, c'est une réaction de synthèse. On fabrique une matière complexe à partir d'une matière simple. Cette réaction est l'inverse de la digestion. Et ces acides aminés sont assemblés dans une séquence bien donnée grâce au code génétique ou bien par l'aide de l'information génétique dans la cellule, et que cette réaction de synthèse nécessite de l'énergie. Cette énergie est fournie à la cellule grâce à la réaction d'oxydation cellulaire, comme on a déjà vu.